Bonjour à tous et bienvenue dans La Santé d'abord. Aujourd'hui, c'est le docteur Betoum que nous recevons. Bonjour Marie, bonjour à vous tous. Et vous répondrez tout à l'heure aux questions des téléspectateurs. Mais avant tout, nous allons nous intéresser à la rééducation fonctionnelle, notamment suite à un AVC. Les AVC sont la 3e cause de décès dans les pays industrialisés, mais aussi la première cause d'handicap chez l'adulte et la 2e cause de démence. Suite à un AVC, les patients doivent réapprendre les gestes quotidiens grâce à une rééducation éprouvante, qui est malgré tout facilitée par l'attention particulière de l'entourage, bien sûr, mais aussi par le recours à certaines aides matérielles. Le centre de rééducation de la clinique des Tamarins s'est ainsi doté d'un équipement d'envergure. Il s'agit d'une machine permettant l'allègement partiel du poids du corps avec un appareillage de marche robotisé. Les enjeux sont de taille, permettre aux patients de retrouver au mieux une autonomie dans ses activités et la vie courante. Regardez. J'étais victime d'une agression de février 2011. Suite à ça, j'avais des étourdissements qui n'étaient pas normaux du tout. Donc il y a ma femme qui a appelé les ambulances tout pour me ramener à l'hôpital. À l'hôpital, ils ont fait des scanners. Le scanner, ils ont vu qu'il y avait une tache dans mon cerveau qui n'était pas normale. Donc ils ont refait un IAM et c'est là qu'ils ont découvert que j'ai malformation artério-veineuse. Et là, ils m'ont envoyé sur Saint-Pierre pour faire une embolisation. Voilà, c'est un cathéter, ils ramènent sur mon cerveau et là ils injectent un produit dans la malformation artério-veineuse. L'embolisation s'est bien passée, mais juste à la fin, quand il fallait pour retirer le cathéter, il y a un caillou de sang qui est remonté vers mon cerveau. Donc il a appuyé sur le nerf qui commande la partie droite. Et là, au réveil, j'étais paralysé toute la partie droite. Il y avait la main, le bras, et tout, je sentais rien, quoi. Alors, l'accident vasculaire cérébral, c'est une blessure du cerveau qui survient en général avec soit une embolie, c'est-à-dire une artère qui se bouche, ou bien une hémorragie. À La Réunion, on a un problème avec les accidents vasculaires cérébraux. On en a 1800 par an. C'est un chiffre qui est important et qui touche une population très jeune. La moyenne d'âge touchée par cet accident est de 60 ans à La Réunion pour 72 ans en métropole. Cette différence est due aux facteurs de risque qu'on a plus à La Réunion qu'en métropole, l'hypertension, le cholestérol et le diabète. Il peut y avoir des conséquences importantes, graves. C'est en fait la perte de l'autonomie, la survenue d'une hémiplégie. Alors ça peut être uniquement moteur et puis ça peut être aussi associé à des troubles cognitifs, des troubles de la parole, des troubles de la compréhension, etc. Enfin ça peut toucher les fonctions supérieures et les fonctions motrices ou les deux. Il faut parler de l'AVC comme étant une priorité d'une intervention rapide en service d'urgence pour faire un diagnostic, identifier et traiter ce qui peut être traité le plus rapidement possible. Les minutes comptent dans la prise en charge de l'accident vasculaire cérébral. Après cette prise en charge donc aiguë, nous on se positionne dans la rééducation fonctionnelle précoce aussi, très précoce parce que plus on prend le problème de la rééducation tôt après l'accident vasculaire cérébral, et plus on aura des chances de rééduquer, de bien rééduquer le patient. Si on ne le fait pas assez vite, le cerveau perd de la mémoire de ce qu'il avait avant, et puis les membres rigidifient, perdent de leurs muscles, perdent de leurs nerfs, etc. En fait, l'information est coupée entre le cerveau qui, avant, donnait des informations pour agir, et qui ne donne plus ces informations et qui ne les reçoit plus non plus. Donc nous, notre objectif, c'est de rétablir un circuit d'information entre les membres et en fait le cerveau. Et notamment le locomate pour les membres inférieurs, c'est un outil assez extraordinaire.
suis arrivé ici le 26 octobre 2011. Arrivé ici, je commençais à faire la séance kiné à la deuxième semaine. Parce que les 2 premières semaines, j'étais quand même un peu limite. Je ne pouvais rien faire, j'étais dans le fauteuil. Et là, je commençais à faire le locomate. Mais la première fois, quand j'ai fait, c'était un truc que j'étais content, quoi. C'était comme si je marchais vraiment. Comme s'il n'y avait pas de machine, rien. C'était une sensation vraiment super, quoi. Et après, avec les séances kiné, la piscine, là, ça m'a beaucoup aidé, quoi. Et là, ça fait depuis novembre 2011 que j'ai commencé le locomate. Et maintenant, je commence à marcher, même avec la béquille. C'est vrai que c'est fatigant au bout, mais il faut voir le résultat, quoi. Alors pour l'accident vasculaire cérébral, il y a plusieurs étapes. Il y a une première étape qui est une étape passive, où le locomate marche pour le patient, où on donne au patient le poids qu'on veut, enfin l'appui qu'on veut, pour ne pas le fatiguer. Le locomate va rétablir un circuit d'information qui va monter de bas en haut et qui va redonner au cerveau ou à une autre partie du cerveau touchée des informations que le patient va pouvoir identifier et utiliser. Et petit à petit, l'utiliser, c'est devenir actif. Et devenir actif, c'est, avec le locomate, avoir cette information de ce que on fait en plus de la machine. C'est-à-dire ce que notre genou fait, ce que notre hanche fait, ce que notre cheville fait, tout ça c'est traduit par des courbes avec le locomate. Et c'est vrai que c'est extrêmement important pour le patient de voir que, au-delà de l'information qu'il a eue longtemps, parce qu'on peut faire marcher un patient pendant 1 kilomètre, autant qu'il peut, si sa fatigue lui permet de continuer, c'est autant d'informations qui remontent, quoi, hein. Plus on le fait marcher, mieux c'est. Et puis ensuite, quand il commence à agir, il voit qu'il est dans l'action, il est dans le combat pour récupérer ce qu'il a perdu. Mon prochain mois, c'est recommencer à travailler et reconduire surtout. Parce qu'ici, il y a une bonne équipe. Ils nous aident beaucoup surtout. Ah oui, ici, l'équipe de kiné sur le plateau, ils nous aident. Ils nous donnent le moyen d'avancer. Mais après, c'est nous de leur montrer aussi qu'on veut. Il faut leur donner du courage. Il faut leur donner aussi de l'envie de travailler avec nous aussi. Il n'y a pas de miracle. C'est nous. C'est nous c'est notre volonté. Si on a la volonté, tout peut réussir. Ne pas dire je suis malade, je ne peux plus marcher, j'ai mon bras qui ne bouge plus, voilà, je laisse tomber, c'est fini. Non, il n'y a rien qui est fini. Docteur Betoum, par rapport à ce sujet, est-ce que la déficience motrice est la seule séquelle suite à un AVC ? Tout dépend de la zone touchée par l'AVC, mais bien sûr qu'on peut avoir autre chose que des déficiences motrices. On peut avoir bien sûr des déficiences mentales, des dégénérescences qui vont amener des troubles de type folie ou absence de compréhension ou absence de communication. Bien sûr, on entend par trouble moteur non seulement pour se déplacer, pour l'appréhension, pour prendre, mais aussi pour communiquer. L'aphasie, l'impossibilité de parler, peut-être uniquement dû à ne plus pouvoir parler, mais aussi parfois de ne pas comprendre ce qu'on vous dit. Donc c'est assez complexe, tout dépend de la zone du cerveau touchée par cet AVC. Il y a aussi beaucoup de problèmes de dépression. Il y a beaucoup de problèmes de dépression qui sont soit directement liés à la zone touchée, mais aussi secondaires. On s'imagine un peu la détresse que l'on peut avoir quand on a une déficience de genre. Mais on peut quand même applaudir la modernité des soins qu'on peut avoir maintenant et à quand la rééducation sur la Lune en état d'apesanteur, peut-être un jour. Docteur Betoum, on va répondre maintenant aux questions des téléspectateurs. La première est celle de Thierry de Saint-Gilles. Je transpire énormément et le vis comme un réel handicap. Aucun déodorant ou solution que l'on m'ait conseillé, pierre d'Alain, huile essentielle, n'a résolu mon problème. Que puis-je faire ? Existe-t-il une opération chirurgicale pour limiter la transpiration ?
Beaucoup de questions et beaucoup de réponses. Tout d'abord, c'est vrai que ce qu'on appelle l'hypersudation, l'hyperhidrose, peut être pour certains un calvaire, qu'elle est soumise à des états émotionnels ou des états parfois de physique ou psychologique, elle va être augmentée, et que cette hypersudation, si elle est localisée par exemple au niveau des mains, des pieds et des aisselles, elle est moins embêtante que quand elle est générale. Alors, il y a les moyens chimiques, il nous en parle, Bernard nous en parle. Il y a aussi par exemple l'hydroxyde d'aluminium au niveau moyen chimique qui est utilisé en topique, en application. Si ça ne marche pas, il y a parfois d'autres moyens qui sont pas toujours extraordinaires dans leur efficacité, mais qui peuvent être envisagés dans certains cas. Il y a l'utilisation de la fameuse toxine botulique en injection. Inconvénient premier déjà, c'est que ce n'est pas pris en charge par la sécurité sociale, c'est relativement cher. La séance, ça marche 6 mois, il faut le faire tous les 6 mois, et c'est l'inconvénient qu'on ne peut le faire que sur des zones précises, bien sûr, ça ne peut pas être généralisé. D'accord, alors qu'est-ce que vous lui conseillez à cette personne? Écoutez, déjà d'en parler avec son médecin, parce qu'il faut toujours éliminer un problème pathologique d'une maladie. L'hyperhidrose est souvent idiopathique, c'est-à-dire n'a pas de cause de maladie, mais il y a des maladies des pathologies qui peuvent entraîner cette hyperhidrose, donc il faut quand même vérifier qu'on n'ait rien d'autre. Et après, bien sûr, les douches, se laver et s'essuyer vraiment bien à fond, éviter de porter des vêtements synthétiques, etc., etc. Enfin, tous les conseils lui seront donnés par son médecin. D'accord. Alors nous allons maintenant écouter Christine. Quand on donne notre carte à un médecin ou à une secrétaire, est-ce qu'on est bien sûr que notre consultation ne passera qu'une seule fois? Parce que nous, finalement, on n'a pas les moyens de savoir. On a le décompte des mutuelles ou des caisses d'assurance, mais est-ce qu'il n'y aurait pas des dérives par rapport à ça, quoi? Alors, je tiens à rassurer Christine, bien sûr, comme dans toute chose sur Terre et dans notre société, il peut toujours y avoir des fraudes. Mais cela est, pour ainsi dire, impossible du fait qu'il y a quand même un double contrôle. Il y a votre contrôle, Christine, puisque vous pouvez voir sur vos relevés de compte si ça peut être une erreur. Avant de parler de fraude, il peut y avoir une erreur. On peut, avec la fameuse carte, la fois la machine, on a l'impression que c'est pas passé, on la repasse. Vous allez voir si votre consultation a été passée 2 fois le même jour. Et puis la sécurité sociale et vos mutuelles, bien sûr, contrôle. Et s'il y a 2 fois le même acte à quelques minutes d'intervalle, il y a immédiatement une alerte et une demande de renseignement qui est prise auprès du professionnel. Donc ne vous inquiétez pas, c'est de la science-fiction, ou pratiquement. Bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Santé d'abord.